Donc, c'est quoi un sous-espace affine? Je pense, la fois passée, durant notre premier cours, j'ai un peu parlé de ça. Mais bon, de toute façon, on va continuer. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, définition. Donc, on dit qu'un sous-ensemble de E est appelé un sous-espace affine ou bien une variété affine dans un espace affine E de direction grande E si et seulement s'il existe un point A de E et un sous-ensemble vectoriel F de E tel que l'espace s'écrit comme ça. Bon, écrit comme ça peut-être. Voilà, donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est quoi un sous-espace affine déjà? Donc déjà, vous avez un espace affine. Ok, pour parler de sous-espace affine, il faut d'abord un espace affine. C'est ça qu'est le E dans ce énoncé. Donc ici, vous avez un espace affine E. Ok. Bon, E muni d'une direction grande E. Ok, bon, moi je vais mettre E grande E. Okay. Donc pour moi, je remets l'application phi volontairement. Donc pour moi, cet ensemble E, c'est un ensemble de points. Donc c'est un espace affine dont la direction est grande E. Vous voyez. Maintenant, ici on prend une partie F de E. Donc ceci c'est un espace affine, je vais dire comme ça, un espace affine, deux directions quoi? Deux directions E. Voilà, deux directions E. Maintenant on prend une partie F de E. À quelle condition F sera qualifié de sous-espace affine? C'était comme la fois passée où j'ai parlé d'espace vectoriel et j'ai parlé aussi de sous-espace vectoriel. De la même façon, il y a les espaces affines et une partie d'un espace affine qui lui-même est un espace affine sera qualifié de sous-espace affine. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut savoir. Donc un F qui est dans E est un sous-espace affine. Donc F est un sous-espace affine si F lui-même est un espace affine. C'est juste l'idée que l'on veut traduire. Un sous-espace affine est une partie d'un espace affine qui est lui-même un espace affine. Bon, dit comme ça. Donc, je vous donne un exemple palpable. Voilà. Si je donne un plan. Un plan, c'est un espace affine, ok? De dimension 2. Okay? Un plan, c'est un espace affine de dimension 2, donc c'est quelque chose comme ça en fait. Ça, c'est un plan. Un plan. Maintenant, quand vous prenez une droite de ce plan, donc une droite, c'est un. Voilà. Donc, bon, le plan, je vais l'appeler E. Ok? Voilà, je vais l'appeler E. Bon, c'est pas grave. P, c'est pas si grave que ça. Voilà. Donc, je prends P et imaginez que la droite que je dessine, bon, peut-être au niveau du point de vue visuel, vous ne verrez pas forcément ce que je raconte. Donc, je vais faire un meilleur dessin. Donc, vous avez quelque chose comme ça. Là, bon, je vais dessiner un plan. Ok? Donc, ça, c'est notre fameux plan. C'est notre plan, ça. Si je prends deux points de ce plan, je forme quoi? Je forme une droite. Je prends deux points A et B. Je forme une droite. Je constitue une droite. Voilà. Donc, j'ai un plan. J'ai un plan. J'ai une droite. J'ai une droite. Et tout ceci est dans l'espace, dans un autre espace E. Ouais. Tout ceci est dans le grand espace E. On va dire que D, bon, ici dans le cas D, il est inclus dans quoi? Dans P. Et P, lui, il est inclus dans l'espace E. Voyez-vous? Donc, on dira donc que euh, on dira que quoi? Que D est un sous-espace affine du plan. Bon, on va dire que D est un sous-espace affine de P. Et P est un quoi? Est un sous-espace affine de quoi? C'est juste à peu près ça la notion, quoi. Donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué, en fait. C'est pas du tout compliqué. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour caractériser, par exemple, on va ensemble voir, hein, remarquez, comment est-ce qu'on fait pour caractériser les points d'une droite? Je vous fais la remarque. Comment on caractérise les points d'une droite affine? Voilà. En fait, une droite, quand vous prenez deux points d'une droite, ok, quand vous prenez deux points A et B d'une droite D, vous savez, je vais supposer que la droite D, la droite D est dirigée par le vecteur U. Je vais supposer que la droite D, elle est dirigée par un vecteur U. Ok? Donc, si vous prenez deux points, bon, bon, au lieu de prendre deux points, ce que je vais faire, je vais prendre un point A. Ok? Je vais noter que D est la droite passant par, quoi? Est la droite passant par quel point? Passant par A
et de vecteur directeur U. U. Voilà, et de vecteur directeur U. Je vais écrire ça, et de vecteur directeur U. Donc déjà, euh, quand un point M appartient à cette droite D, qu'est-ce qu'on a? Okay? Donc si je prends un point M de cette droite D, je pourrais écrire que M appartient à D si et seulement si. Vous voyez que le vecteur A, AM M, est et comment? Voilà. Vous pouvez me donner une A, M, et U. caractérisation. Vous Le dites que vecteur A est égal à vecteur U. est-ce que Donc, AM est collinaire. collinéaire? Collinaire. Collinéaire. On est d'accord. AM et U sont comment? Collinéaires. N'est-ce pas? Donc, il y a une relation de collinéarité. Ils doivent être collinéaires. Donc, en gros, il faut simplement que collinéaire, ça veut dire que bon, il existe un réel K, qu'il existe un réel K, tel que, en fait, AM A, M, soit égal égale P. à K fois U, n'est-ce pas? K fois U. Et donc, il existe K élément de R. En fait, M, on l'a appelé, on note ça aussi, M moins A. Le vecteur M, on l'a appris, on le note aussi M moins A. Donc, ça veut dire que M moins A, ça fait KU. Et quand je tire M, j'ai M égale à quoi? A plus KU. On voit donc que les points de la droite D, en fait, ce sont les points, voilà, de la forme. Donc, c'est les points M qui s'écrivent comme A plus KU, tout simplement. C'est les points qui s'écrivent. Donc, c'est l'ensemble des A plus KU, tel que, il faut le préciser, K est un réel, on a dit que K élément de R. Donc, il existe K élément de R. Donc, tel que K élément de R. Donc, voilà, on va écrire ça comme ça. Voilà. Maintenant, en fait, quand je prends KU, en fait, l'ensemble des KU, c'est ça qui donne la direction de la droite. Vous voyez, la droite D est là. En fait, une droite D est constituée de points. Il y a des points sur ça. OK? Maintenant, les vecteurs KU, bon, U ici, c'est un vecteur comme ça. Donc, quand je prends un KU quelconque, un KU, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez? Si ça, c'est U. KU, c'est simplement donc quelque chose qui est un peu plus long que U. Donc, en tout cas, bon, pas forcément plus long, mais en tout cas, qui est collé à U. Ça, c'est KU, par exemple. En fait, les KU donnent la direction. Je veux dire que les KU donnent ce qu'on appelle la direction. En fait, l'ensemble des KU, c'est ce que vous notez en algèbre linéaire. L'ensemble des KU, l'ensemble des réels de la forme, l'ensemble des réels, ce sont des vecteurs. L'ensemble des vecteurs de la forme KU, c'est l'espace vectoriel, est-ce que vous notez en fait en algèbre linéaire. C'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur U. Voilà. Donc, autrement dit, c'est la direction de D ici. Donc, on note ça D flèche. D flèche, c'est la direction en fait de D. Voilà. En gros, c'est l'ensemble des vecteurs qui dirigent la droite D, quoi. Pour le dire simplement. Donc, D flèche, c'est la direction de la droite, des directions de la droite D. Donc, il ne faut pas confondre le D flèche avec D. D flèche avec D, c'est deux choses différentes. Donc, ici, la droite D, on voit que c'est l'ensemble. En gros, la droite D, c'est quoi? Genre, c'est l'ensemble des. Cet ensemble, on va dire que c'est l'ensemble des A. On note ça comme ça, égal à A plus des flèches. Quoi. On note ça comme ça. D égale à A plus des flèches. C'est pour dire qu'un point de D, quand on met ça là, ça veut dire qu'un point de D s'écrit comme un point de A plus un élément de D flèche en fait. Donc ça, c'est la direction. Je veux dire que ça, c'est la forme générale. Ça, c'est la forme, c'est l'écriture générale d'un espace affine. Donc, écriture d'un espace affine. Un espace affine s'écrit toujours comme ça. Ça, c'est l'écriture d'un espace affine. Il s'écrit toujours comme ça. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que un espace affine s'écrit comme la somme de voilà, d'un point et de sa direction. Donc, si vous avez F, donc comment on va définir un sous-espace affine? Donc, on va dire que F inclus dans E est un sous-espace affine, si et seulement si. Ok? Si et seulement si. F s'écrit comme ceci. S'écrit comme, donc, deux points, F égale un point de F, donc un point A, ok? Ce point doit être sur F. Ça va être un point de F plus, donc, un ensemble que je vais noter ici, F, ok? Qui est un espace vectoriel. Voilà, F qui est un
plus précisément un sous-espace vectoriel de E. E. Voilà. Bon, E grand E, je rappelle, c'est la direction du E initial. Voilà. Grand E, c'est la direction de l'espace E, quoi. Ok? Donc, voilà, c'est ça. Et ce grand F, on le note F flèche est la direction de quoi? Est appelée la direction du F rond comme ça, quoi. Voilà. Déjà, est-ce que par rapport à cette définition, vous avez des questions ou bien c'est clair? Si c'est clair pour tout le monde, je vais passer au suivant. Ce que la définition dit en gros, c'est que si vous voulez démontrer, ok, qu'une partie d'un espace affine est un sous-espace affine, il faut que vous puissiez l'écrire en gros de la forme là. Voilà. La somme d'un point de F et aussi d'un espace vectoriel grand F. Plus précisément, un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel grand E. Voilà, donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc si c'est compris, nous allons passer Monsieur Gillas, Oui, vous pouvez revenir un tout petit peu sur la définition du cours, oui, ok. sur la définition. Oui, c'est ceci. Bon, là, je vois que F égale A plus F égale A plus U, Oui, quel que soit U appartenant à F. oui. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on a pris K égale 1 ou bien? Parce que là, je vois A plus U, mais dans votre démonstration, je vois A plus KU. Bonne question. Très bonne question. Je vais y répondre. Donc ici, OK. en fait, donc l'énoncé a mis, donc on a mis A plus U, quel que soit U élément de F. C'est ce que l'on a mis, n'est-ce pas? Donc, c'est que F ici représente un espace vectoriel en général. Je veux dire, le grand F représente ici un sous-espace vectoriel de rond E. Et maintenant, ce sous-espace vectoriel de E, sa dimension n'est pas forcément égale à 1. Je veux dire que grand F peut être, par exemple, une droite. Ça peut être un plan. Ça peut être un espace de dimension quelconque, en fait. L'exemple que moi j'ai donné, ok, en remarque, c'est celui d'une droite. C'est celui d'une droite qui est dirigée par un seul vecteur. Cette droite est dirigée par un vecteur U. C'est pour cela que finalement, vous voyez que j'ai genre D égale à l'ensemble de A plus KU, tel que K élément de R. Sinon, ce que j'ai écrit comme ça, genre, ce que j'ai écrit ici, okay, je pouvais écrire D égale à l'ensemble de A, ok, plus ça, je peux l'appeler V. Genre, le KU, je peux lui donner un nom, ok, je peux l'appeler V. Tel que V appartienne à quoi? À des flèches. En fait, ce que j'ai fait, j'ai exprimé les vecteurs de D flèches. Ici, un vecteur de D flèches, comme D flèches est un espace de dimension 1, dire que D flèches est de dimension 1, c'est simplement dire qu'il est engendré par un seul vecteur non nul. Dans ce cas, les V flèches s'expriment en fonction de U, comme étant égal à KU. C'est pour cela. Maintenant, regardez, si je travaillais dans un plan, ok, si je travaillais dans un plan P qui est dirigé par deux vecteurs, un vecteur U et un vecteur V, passant par un point A, là, dans ce cas, un point du plan s'écrit en fait comme AM. Ok. Un point du plan s'écrit. Donc, si vous prenez un point du plan, il se décomposerait sur U et sur V. Ok. Pas seulement sur U. Donc, il se décomposerait sur U et V. Donc, comme alpha, par exemple, U plus bêta V. Alpha, bêta variant dans grand R. Et dans ce cas, j'aurai M qui est égal à A plus alpha U plus bêta V. Et dans ce cas, j'aurai donc le plan P qui s'écrit comme l'ensemble des A plus alpha U plus bêta V, tel que alpha, bêta éléments de R. Mais la chose est que, en fait, les alpha U plus bêta V
ok, constitue un espace vectoriel. Ouais, l'ensemble des vecteurs de la forme alpha u plus bêta v constitue un espace vectoriel qui est l'espace vectoriel engendré par u et v. Voilà, qui est en fait la direction du plan ici, qui est le P flèche. Donc, voilà. Sinon, ça, c'est la même chose. Je pouvais donc ici écrire donc, que le plan P, c'est l'ensemble des A plus, je mets un seul vecteur, X par exemple. Voilà. X élément de quoi? X élément de P flèche. Donc, moi, c'est parce que j'explicitais les choses. Voilà. Dans le cours, voilà. Donc, c'est un cas général. Ouais. Donc, est-ce que c'est compris? C'est bon? Ou bien... C'est la première dame là. Ou bien c'est pas bon? Allô, gars? Qui a posé la question? Allô? Ça, Oui, allô, nous sommes là. On n'est pas là. vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, oui, oui. On est parti. On t'entend. Il est parti, mais c'est pas comme pour les autres. Youssoufa? Ouais, à Nyonga. Malay dégg saw. Donc, je prends f l'ensemble des x, y, z de R3 tel que je mets 2x moins y plus z égale à, je mets 3 par exemple. Ok. On va montrer que f est un sous-espace affine de R3. Donc, montrer que f comme ça. Oui, bonjour, monsieur Gilas. Oui. C'était arrêté ou bien moi, ça fait 5 minutes presque, j'ai pas d'image. Donc, on demande de montrer que, montrer que f est un sous-espace affine de R3. On va montrer ça. Est un sous-espace affine de R3. Donc, pour démontrer ça, comment je fais? Voilà. Je vais me servir de la définition précédente juste pour le faire. OK. Donc, déjà, je vais écrire, OK, que un point, je vais caractériser en fait. Si je prends M égale à X, Y, Z, je vais traduire que, OK, élément de R3, je vais traduire que M appartient à F lorsque, voilà, donc dans la définition, il faut que 2X moins Y plus Z égale à 3. Donc, une fois que j'écris ça, je vais tirer l'une des composantes. OK? Je tire l'une quelconque des composantes. Entre X, Y et Z, je vais tirer. Je décide par exemple de tirer Y. Quelqu'un d'autre peut tirer Z. Cela n'a aucune espèce d'importance. Bon, peut-être que tirer Z m'évitera de faire moins de calculs. Je vais tirer par exemple Z. Qu'est-ce que ça fait? Rien du tout. Donc si je tire Z, ça fait moins 2x plus Y plus 3. Et une fois que je l'ai, l'objectif c'est de revenir à M. Parce que nous avons écrit que M est égal X, Y et Z. Donc, au lieu d'écrire Z, j'écris l'expression que j'ai tirée. J'ai eu à tirer moins 2x plus y plus 3. Et une fois que j'ai cela, je vais chercher en fait à décomposer la chose. Comment? En quoi faisons? Donc je mets m égale. En fait, dans un premier temps, je vais mettre, disons, là où il y a les composants. Je vais décomposer ça comme ceci. Je mets x, je mets y. Ici, j'ai moins 2x plus y. Au niveau du plus 3, il n'y a pas de x, il n'y a pas de y. En fait, c'est une constante. En fait, je vais laisser ça comme ça. Mais quand j'écris ça, c'est pas correct. Parce que c'est pas exactement ce qu'il y a en haut. Il faut rajouter donc quoi? Selon vous, il faut ajouter quoi pour que ce soit correct? Qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute à ce triplet? OK? Pour que j'ai x, y
moins 2x plus y plus 3. Il faut que je... De 0. Vous dites 0, de 0. 0, Oui. 0, 0, 0, 3. 0, 0, 3. Ou bien? Effectivement, Ouais. 0, 0, 3, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je crois bien. Effectivement. Et une fois que je fais ça, là, j'ai un point. Là, j'ai un point, c'est-à-dire M s'écrit donc comme celui-là, je vais l'appeler A. Donc ça, c'est comme le point A plus... Maintenant, celui-là, je vais le décomposer. En quoi faisons? En deux parties. Je vais mettre là où il y a les X et après là où il y a les Y. Donc, je fais d'abord là où il y a les X. Il y a X. X. Ici, il n'y a pas de 0x. deuxième composant, il n'y a pas ici. Mais 0x. Moins moins 2x. 2x. Maintenant, pour Plus la deuxième, je mets 0, y. Y, Y. Plus y. 0, Y. je fais comme ça. Et donc, avec A, ce point-là. Donc, avec A, le point 0, 0, 3. Une fois que j'ai ça, je vais écrire que M égale A plus... Ouais, ça, je peux décomposer ça. Je peux mettre du X et du Y. Donc, avec du X fois du vecteur. S'il vous plaît, ça fait un peu de bruit. Vect. Oui, Des oui, deux c'est ce que- vecteurs. oui, effectivement, c'est ce que je vais faire. C'est pour trouver un espace Ok. vectoriel. Donc, effectivement, Ok. donc, je vais d'abord mettre ça quand même. 1, 0, moins 2. Ensuite, je mets Y et je mets du 0, 1, 1. Avec X, Y élément R. Et là, on voit bien que, voilà, avec X, Y élément R, effectivement, ça, c'est la combinaison de deux vecteurs. Un premier vecteur, celui-là, qu'on va appeler U. Un deuxième vecteur, celui-là, qu'on va appeler V. Et là, nous voyons que l'ensemble voulu, c'est-à-dire j'ai traduit un point M de F, et c'est ce que j'obtiens en fait. J'obtiens que les points de F sont les points en fait de la forme. Ok, A plus en fait un élément de l'espace vectoriel. Donc F c'est A plus l'espace vectoriel engendré par les vecteurs U et V. Ok, avec U bien sûr. Je précise U égale 1, 0, moins 2. V égale 0, 1, 1. Et A égale 0, 0, 3. Vous pouvez donc dire que F est, par la définition que nous venons justement de voir, F est bien un sous-espace affine. F est un sous-espace affine. Ok. On peut même préciser, passant par A est un sous-espace affine. Bon, au lieu de même pas, je vais même parler, je préfère, j'en prends l'avance et dire que c'est un plan. C'est même un plan en fait. Quand vous avez un espace qui est dirigé par deux vecteurs, on l'appelle un plan. Donc F est un plan. C'est un plan affine. C'est un plan affine. En fait, passant par A. Passant par A. Donc A est un point. Okay, passe par A. Voilà, dirigé donc par les vecteurs. Donc que sont U et V. Voilà, vous voyez, avec cette définition, montrer qu'un espace est un espace affine n'est pas très compliqué. C'est un jeu, un petit jeu, en fait. En faisant assez d'exercices, vous allez vous en sortir. Voilà, donc c'est ça. Mon cher, Oui, puisque j'ai perdu quelques minutes, je voulais poser une question. oui. À savoir, est-ce que si on demande de montrer qu'un espace est un sous-espace affine, Oui. est-ce qu'on a le choix, par exemple, de passer par cette méthode ou bien d'utiliser la relation de Charles et la relation de bijection? Ok, bonne question, bonne question. Donc, si vous êtes dans un exercice et on vous demande de le faire, vous avez effectivement le choix. Vous avez effectivement le choix, soit de faire la relation de Charles et ensuite
La relation de bijectivité, oui, vous pouvez le faire, ça marche. Mais je dirais que ça fait beaucoup de choses. Quand même, il faut savoir y procéder. Donc, celui qui veut y aller directement, par exemple, face à cet exercice, celui qui veut y aller avec la relation de Charles et la relation de bijectivité, il a un peu plus de Ça, c'est travail. plus facile, je crois. C'est plus difficile, en fait. C'est plus difficile. Ça demande beaucoup plus de choses. C'est exactement comme, par exemple, en algèbre linéaire, on vous demande de montrer que un espace est un sous-espace vectoriel. On vous demande de montrer qu'un espace est un sous-espace vectoriel et vous montrez les 8 axiomes d'espace vectoriel. Vous voyez que vous aurez beaucoup plus de travail que de faire ce qu'on vient de faire. Bon, maintenant, c'est possible. Celui qui veut le faire, qu'est-ce qu'il doit faire premièrement? Bon, c'est vrai, il va montrer la relation de Charles. Bon, il va définir l'application phi. Évidemment, l'application phi, il prend 2 points mn et associe la différence n moins m. Et il va montrer que phi vérifie la relation de Charles. Donc, c'est la première chose qu'il va faire. Phi de AB plus phi de BC égale à phi de AC. Donc, là, il vérifie la relation de Charles. Il vérifie la relation de Charles. Après, c'est vrai, il va vérifier la relation de bijectivité. Il va montrer que l'application phi indice A pour un point A fixé bon, défini de... bon, là, il va travailler sur F. Donc, de F. Ça c'est pas plus difficile, monsieur. Vous dites, hein? C'est pas plus difficile. C'est plus difficile. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ouais, c'est plus difficile. Voilà, Ok, merci. Il y aura un F flèche. Le F flèche, il va encore le définir. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Il doit déterminer la direction. Il doit déterminer la direction. Donc, trouver la direction. Ça fait beaucoup de choses. Parce qu'il ne connaît pas encore la direction. Il doit trouver la direction. Il doit trouver la direction F flèche. Bon, souvent la direction F flèche, il faut juste mettre un 0 ici. Hein. Il doit trouver la direction F flèche. C'est-à-dire F flèche qui est égal à, bon, tel que 2x moins y. Bon, c'est ça la direction. Il va mettre du 0 ici. Et après, il va montrer que l'application phi A de F vers F flèche qui a A associe à M est bijective. Ah, ça fait beaucoup de choses, vous voyez. C'est pour ça que voilà, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est équivalent à ce qu'on vient de faire quand même. Ok, sinon c'est possible. Vous avez totalement le choix. Ok, donc je suppose que c'est bon. Donc, qu'est-ce que je voulais parler de... Voilà, soit un espace affine, on donne des exemples. Ouais, donc, voilà, ça c'est un exemple tel que je viens de le prendre. Ici, c'est en faisant ce que tu proposais tout de suite qu'il a fait. Bon. Donc, ouais, moi je vais parler directement de parallélisme avec vous. Donc, du parallélisme incident de ce affine. Voilà. Qu'est-ce que ça veut raconter quand on parle de parallélisme? Voilà. Donc, parallélisme. Donc, ici, on dit que deux espaces sont parallèles. Si, bon, ça c'est la notion de parallélisme faible. Si la direction de l'un est incluse dans l'autre. Donc, le strict parallélisme, c'est lorsqu'ils ont exactement, je pense, la même direction. Okay? Donc, il y a, je vais essayer de vous expliquer ça. Quand vous avez une droite, ok, et un plan. Donc, d'abord, vous avez un plan. Maintenant, dans le plan, je dessine une droite. Je dessine une droite en passant par deux points, comme ça. Un point A et un point B. Ok. En fait, la droite AB sera qualifiée de... Bon, quand je mets une droite AB, bon, peut-être pour vous montrer ça, AB n'est pas forcément inclus dans le plan. Je vais dessiner ça un peu plus haut. Je vais dessiner ça comme ça, en haut. Voilà. Donc, mais cette droite, en fait, elle est parallèle à une autre droite qui est incluse dans le plan. Donc, elle est parallèle à une autre droite, comme ça, quoi. Dans le plan. Genre, la droite que j'ai dessinée, je vais l'appeler F. Le plan, je vais l'appeler G. Ok. Je vais l'appeler G. Bon, mon G là.
Je vais l'appeler G. Bon, et dans ce cas, F sera qualifié de parallèle à G. Bon, mon G là, c'est illisible. Bon, vous allez faire comme ça. Donc là, le F doit être parallèle à G. Le F est parallèle à G, quoi. Le F que j'ai dessiné est parallèle à G. Parce que quoi? Ok, donc dans la définition, regardez le vecteur directeur de F. Je l'appelle par exemple U. En fait, ce U se retrouve ici aussi. Mais, ok, donc je veux dire que la direction de F, si je veux écrire la direction de F, F flèche comme ça, ok, la direction de F, c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur U. Mais le G, qui est en fait le plan, lui, il n'est pas engendré que par U. Hein. En fait, il y a aussi un autre vecteur dedans, voilà, V, puisque c'est un plan, lui, il est engendré par deux vecteurs. Ok. Donc, je peux dire que l'espace vectoriel engendré par U, en fait, c'est inclus dans l'espace vectoriel engendré par U et V. Okay? Parce que ici, il n'y a que U, mais ici, en plus de U, il y a V. Donc, c'est normal de dire qu'il y a l'inclusion. Ceci est inclus dans l'autre. Pour dire que, en fait, ça, cet espace, c'est quoi? C'est simplement la direction de G. Hein. Vous voyez que la direction de F, en fait, est incluse dans la direction de G. Même si F n'est pas inclus dans G. Même si F, regardez, F, il est en haut. En fait, F, il est en haut de G. F ne coupe même pas G. Lui, il est en haut. Voilà. Même si F n'est pas inclus dans G, sa direction, en termes de direction, okay, c'est inclus dans la direction de G. Ouais. La direction de F est incluse dans la direction de G. Vous voyez l'affaire? Voilà. Donc, en gros, ils vont dans les mêmes directions. Bonjour, il y a une certaine inclusion. Ça, c'est la notion de parallélisme faible. C'est la notion de parallélisme faible. C'est la notion de parallélisme faible. Donc, deux espaces affines sont faiblement parallèles si la direction de l'un est incluse dans la direction de l'autre ou réciproquement. Ok? Donc, ici, F est faiblement parallèle à G. Okay? Donc, quand on dit F est faiblement parallèle à G, cela signifie que soit la direction de F est incluse dans la direction de G, ou c'est l'inverse, ou c'est la direction de G qui est incluse dans la direction de F. Donc, c'est ce que je dis en disant la direction de l'un est incluse dans l'autre, ou réciproquement, ou inversement. Bon, je ne vais pas l'écrire, c'est trop long à écrire. Je suis un fainéant. Bon, donc, ça c'est la notion de parallélisme faible. Okay? Donc, vous avez la notion de parallélisme faible et la notion de parallélisme strict. Voilà. La notion de parallélisme strict ne peut être définie entre deux espaces de dimensions différentes. Je veux dire, regardez, ici F est un espace de dimension 1, parce que c'est une droite. La dimension de F, c'est 1. La dimension de G, c'est 2. Bon, sont faiblement parallèles. Mais quand on parle de parallélisme strict, en fait, là, il faut avoir les mêmes dimensions. Parallélisme strict. Donc, un strict parallélisme, c'est quoi? C'est que j'ai une droite, par exemple, et une autre, par exemple, ouais, qui sont parallèles, qui ont la même direction. Ou soit, j'ai un premier plan parallèle à un second. Voilà, ça peut être ça. Okay. Donc, je peux avoir deux plans qui sont parallèles, quoi. Comme l'exemple d'un cube, ouais, ça serait bien de voir ça dans un cube. Why not? Comme l'exemple d'un cube. Vous voyez, dans un cube, par exemple, vous voyez, les deux messieurs, bon, les deux faces, en fait, sont parallèles. Cette face, ce plan P, bien sûr, je les appelle F et G, c'est pas grave, F et G, ou bien F qui est un plan, et G aussi qui est un plan. Il y a, voilà. Donc, vous voyez que ici, les directions, en fait, sont égaux. C'est exactement les mêmes directions, en fait. C'est exactement les mêmes directions. Donc, ça, c'est la notion de parallélisme strict. On
on utilise la même notation, ok? On utilise la même notation. En tout cas, dans mon cours, c'est la même notation. F est strictement parallèle à G, signifie que ils ont en fait, bon, ils sont en fait égaux. Ce sont des espaces égaux. Okay? Donc, F égale à G. Donc, ce sont des espaces vectoriels. Leur direction. En fait, F n'est pas égal à G. F n'est pas égal à G. Au sens où, pourquoi est-ce que F n'est pas égal à G? Vous voyez clairement qu'ils ne se touchent pas. Ce n'est pas les mêmes choses. Mais c'est les mêmes directions. Ce n'est pas les mêmes choses. Mais c'est les mêmes directions. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, quand est-ce que deux espaces vectoriels sont égaux, ok, pour avoir l'égalité, il suffit que l'un soit inclus dans l'autre. Okay. Pour que F égale à G, il suffit que par exemple F soit inclus par exemple dans G. Ça, vous le verrez en espace au niveau de l'algèbre linéaire. Voilà. Et qu'il ait les mêmes dimensions. En tout cas, on va approfondir ça dans mon algèbre linéaire. Ok. Mais c'est immédiat en fait. Normalement, si F est inclus dans G, ça veut dire que en termes de dimension, la dimension de F est plus petite que la dimension de G. Normalement. Maintenant, si F est inclus dans G et qu'en plus de cela, ils ont les mêmes dimensions, c'est que forcément, ils sont égaux. Il n'y a que ce cas possible. Ça, c'est la notion de strict parallélisme. Donc, c'est la différence entre, en fait, le parallélisme faible et le parallélisme strict. Vous pouvez donc voir que entre les deux parallélismes, il y a l'un qui implique l'autre. Selon vous, qui implique qui? Le parallélisme strict, par exemple, est-ce que ça implique le parallélisme faible ou bien c'est le parallélisme faible qui implique le parallélisme strict, selon vous? Ou bien il n'y a même pas, il y a une troisième possibilité, ou bien il n'y a même aucune relation. Il n'y a pas de relation d'implication de l'un vers l'autre. Okay. Le parallélisme faible, c'est ceci. F est faiblement parallèle à G. C'est lorsque la direction de l'un est incluse dans la direction de l'autre. Ou inversement. Le parallélisme strict, voilà, c'est ça. C'est qu'il est en exactement la même direction. Conclusion. Le parallélisme quoi implique le parallélisme quoi? Remarque. Mets ça en remarque. Le parallélisme faible implique le parallélisme strict. Le parallélisme faible implique le parallélisme strict. On va vérifier ça ensemble. Strict. Quand vous prenez ça, la droite que voici F et G, est-ce qu'ils sont strictement parallèles? Est-ce que F et G sont strictement parallèles? Oui. C'est pas vrai, hein? Parce qu'ils ne sont même pas les mêmes. Ils ne sont pas strictement parallèles. Ce n'est pas les mêmes choses. Ils n'ont pas la même dimension, quoi. Pour être strictement parallèle, il faut avoir la même dimension. Donc, ils sont plutôt faiblement parallèles. Est-ce que vous voyez? Là, c'est 2, là, c'est 1, quoi. Oui, la dimension de F, c'est 1 et l'autre, c'est 2. Donc, ici, F et G sont faiblement parallèles. F et G sont faiblement parallèles, mais ne sont faiblement parallèles, mais ne sont pas quoi? Strictement parallèles. Mais parce que mais la notion de parallélisme strict, elle, immédiatement, si je reprends ce dessin, je prends F comme ça et G comme ça. Dans ce cas, F et G sont strictement parallèles. Et automatiquement sont aussi faiblement parallèles en fait. Strictement parallèles. Puisqu'on peut dire que la direction de l'un est incluse dans l'autre, sont strictement parallèles. Parce que on voit que sur mon dessin, ils ont la même direction. Ok. Mais si deux ensembles sont égaux, alors je peux dire que F est inclus dans G. Je peux même écrire que F est inclus dans G, ça suffit. Je peux pas, puisque F est égal à G, je peux dire que F est inclus dans G. Donc, ils sont aussi faiblement parallèles. Donc, F et G sont aussi faiblement parallèles. Sont faiblement parallèles. Genre, le parallélisme strict implique le parallélisme faible, quoi. Voilà. Faiblement parallèle. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Ok. Donc, je pense avec ça, vous pouvez peut-être faire
exercice 3 du TD. Ok, donc je vais le prendre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait au cours quand même. Je l'ai déjà fait en salle. L'exercice 3, je t'ai dit. Ok. Donc, soit X une partie non vide d'un espace affine E. Si A est un point de X, démontrer que F de X, bon, quand on met cette notation, ça veut dire quoi? Quand on met A de F de X, il faut le comprendre. En fait, F de X, ça ressemble à vecteur de X. À vecteur. Vous avez vu en algèbre linéaire l'espace vectoriel engendré par. Ici, F de X, comme on met AF comme ça de X, ça veut dire espace affine engendré par X. Ça veut dire, c'est l'espace affine engendré par X. Et c'est quoi l'espace affine engendré par X? C'est le plus... Bon, je vous donne un exemple, je ne vais pas spoiler. Donc, si vous prenez un exemple de 3 points, si vous prenez le point A, le point B et le point C, par exemple, les 3 points, en fait, A, B, C, je vais noter ça ensemble X. X n'est considéré que de 3 points. Il n'y a que 3 points. Le point A, le point B et le point C. En fait, a priori, X lui-même n'est pas un espace affine. Ok? X n'est pas un espace affine. Ce n'est pas un espace affine. Il n'y a que 3 points dedans. Ce n'est pas un espace affine. Par contre, on peut trouver un espace affine qui passe par les 3 points. Donc, est-ce que vous pouvez me donner un espace affine qui passe par A, B et C? Voilà. Exemple, voilà. Un espace affine qui passe par les points A, B et C. Donc, un espace affine qui passe... Un triangle? Le triangle. Ce n'est pas exactement un triangle, c'est quoi? Un espace affine passant par ABC. ABC. C'est un plan. Et le plan ABC en fait. Et ouais, c'est le plan. On est d'accord? C'est le plan. C'est le plan passant par A, B et C en même temps. En fait, voilà. Vous pouvez voir que c'est votre écran par exemple. C'est le plan. Le plan ABC, le plan qui passe par ABC. En fait, c'est le plus petit. Et qui passe par ABC est le plan ABC. Parce que je pourrais aussi prendre l'espace. Genre l'espace dans lequel vous êtes actuellement passe aussi par ABC. Okay? C'est aussi un espace affine. Un espace affine passant par ABC est le plan ABC. Et d'ailleurs, c'est le plus petit. C'est le plus petit qui passe par ABC. C'est le plus petit. C'est le plus petit. C'est même le plus petit. C'est le plus petit espace affine. C'est le plus petit espace affine qui passe par les points ABC. Vous ne pouvez pas trouver plus petit que lui. Passant par A, B et C. On va donc écrire que l'espace affine engendré par les points quoi? L'espace affine engendré par les points A, B, C, c'est ce qu'on appelle X. C'est quoi? C'est le plan A, B, C. De la même façon, l'espace affine engendré par 2 points. Quand je prends 2 points A et B, c'est quoi? Engendré par l'espace. Voilà. Quel est l'espace affine qui passe à A et B? Le plus petit espace affine qui passe à A et B. Le plus petit espace affine qui passe par La droite AB. C'est la droite AB. La droite AB. Oui, la droite. Effectivement. Donc, en gros, voilà, a priori, on est dans une situation où X n'est pas forcément un espace affine. X qui n'est pas forcément. Ce n'est pas forcément. On passe d'un espace X qui n'est pas forcément un espace affine en fait. Et à partir de cet espace X, on construit un espace affine qu'on appelle F de X. Et par définition, c'est le plus petit. Est le plus
En fait, c'est le plus petit, par définition, c'est le plus petit espace affine, ok, contenant, je vais le dire comme ça, contenant X. C'est le plus petit. Bon, ok, je vais voir si, voilà, je vais tester votre compréhension. Si je prends une droite D, soit D, une droite affine. Une droite affine. Selon vous, quel est l'espace affine engendré par D? L'espace affine engendré par D, c'est quoi? Voilà, au vu de ce que je viens de raconter. Sachant que l'espace affine engendré par I, c'est le plus petit espace affine contenant I. Donc, si D est une droite affine, par exemple, quel est l'espace affine que D engendre? Le plan. Le plan, on a une proposition, le plan. Quel plan? Le plan. Le plan qui engendre D. Le plan qui engendre D. Le plan qui engendre D. Est-ce que c'est... Moi, je crois que c'est comme X, hein? Oui. C'est comme X avec les points A, B et C, quoi. En fait, c'est D lui-même. D est déjà un espace affine. Genre, D est déjà un espace affine. Et donc, si on dit l'espace affine qu'il engendre, c'est lui-même. Parce que il faut comprendre la définition. L'espace affine engendré par I, c'est le plus petit des espaces affines qui contient I. Donc, D est déjà, genre, ici dans mon cas, D est un espace affine. Parce que j'ai dit c'est une droite affine. Donc, D est un espace affine. D est un espace affine. En fait, qui se contient. Et D se contient lui-même. En fait, D est un affine contenant D. Vous ne pouvez pas trouver des espaces affines plus petits que D qui contient lui-même. Genre, je veux dire, l'espace affine engendré par D, c'est D au final. D est un espace affine et il se contient. Donc, si I, il faut savoir que si I est un espace affine, si I est un espace affine, alors il est égal à l'espace affine qu'il engendre immédiatement, par définition. Je ne sais pas si vous voyez, hein? Okay. Vous partez d'un espace qui n'est pas affine, forcément. Voilà. Si vous passez d'un espace... Maintenant, monsieur... Oui. En algèbre linéaire, pour le moment, les termes engendrés et vectres, c'est pas, je crois même qu'on ne l'a pas encore fait, ou bien même si on l'a fait, donc c'est brièvement, quoi. Peut-être le professeur, il n'a pas encore il n'a pas encore fait beaucoup de choses sur ça, quoi. Je crois même que, bon, les autres maintenant... Ouais, quand j'ai en annotation vectorielle comme ça, c'est ça? Ok. Ok, je vais un peu en parler aussi. Pas de problème. Mais d'abord, je veux que... Bon, sinon, vous pouvez comprendre quand même d'abord la notion de espace affine engendré sans forcément les trucs de vecteur. Voilà, ce qu'il faut, comment je vais un peu détailler la définition. Quand même, si on dit que par exemple, F est l'espace affine engendré par I, on va écrire ça en langage mathématique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses en fait. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire premièrement, ça veut dire d'abord que F doit être lui-même. F est un qui complète. Quelle est la nature de F? F est un. Si F est l'espace affine engendré par I, F lui-même doit être quoi? Un espace vectoriel. Un espace vectoriel. Est-ce que c'est vrai? F doit être un espace affine ou bien? Un espace affine, je veux dire. Oui, d'abord il faut qu'il soit un espace affine. Ensuite, c'est lui le plus petit. C'est lui le plus petit. Ouais, bon, d'abord c'est un espace affine. Ensuite, il doit contenir I. Si on dit que c'est l'espace affine engendré par I, il faut que I soit inclus dans quoi? Dans F. D'abord, il faut que... Donc, c'est un espace affine qui doit contenir I. 3. Tous les espaces affines qui contiennent I, c'est-à-dire que si par exemple, je vais l'appeler, si G est un espace affine avec X inclus dans G, alors il faut que quoi? Il faut que G soit inclus dans F. Est-ce que c'est G inclus dans F? Il faut que F soit inclus dans G plutôt.
Voilà, peut-être que c'est le troisième point qui serait un peu difficile pour vous à comprendre. Le troisième point veut dire que f est le plus petit. Genre, f est le plus petit. C'est comme l'exemple que j'ai donné. Quand je prends par exemple deux points A et B, l'espace qu'il engendre, c'est AB. Voilà. Maintenant, si un espace affine passe par A et B, comme l'exemple du plan, si je prends le plan affine, il passe par, si je prends le plan P comme ça, il passe à A et B. Il contient forcément la droite. Donc, tout autre espace qui passe par A et B va contenir la droite. Parce que c'est la droite qui est le plus petit. Donc, si un autre espace en fait passe à A et B, il va donc contenir toute la droite. C'est la même chose ici. Okay? Si F est l'espace affine que I engendre, ça veut dire que si un autre espace affine contient I, il doit contenir, si contient I, il doit forcément contenir F. Est-ce que vous voyez l'idée? Donc, ce troisième point veut dire que c'est lui le plus petit en fait. Ça veut dire que ce troisième point que je viens de dire, ça veut dire que voilà, F est le plus petit. Bon, et ça s'affine qui contient ici quoi. C'est le plus petit. Donc, c'est pour ça qu'il est inclus dans G quoi. Il est plus petit que tout espace qui contient ici. Ok. Maintenant, quand on parle de vecteur en algèbre linéaire, quand on parlait de vecteur, c'est quoi? Comme vous mettez vecteur de quelque chose, vecteur de 1. Voilà, en algèbre linéaire, ok? Je vais parler en algèbre linéaire. Sinon, c'est les mêmes histoires en algèbre linéaire. Quand vous faites, quand vous mettez espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs. Voilà. Donc, par exemple, regardez, quand j'ai un seul vecteur, est-ce que un seul vecteur est un espace vectoriel? Quand je prends un seul vecteur, est-ce que c'est un espace vectoriel? Je veux dire, est-ce que oui. est un espace vectoriel? Ça là. Oui. Oui. En fait, ce n'est pas vrai. Vous savez pourquoi? Si vous faites, bon, U non nul, je prends U non nul. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas un espace vectoriel. Si vous faites U plus U, ça donne quoi? Ça donne 2U, n'est-ce pas? Oui. Et 2U n'appartient pas à U. Ou bien? 2U. Il appartient à KU. 2U, il appartient à KU, mais il n'est pas dans U quand même. Il n'est pas seulement ici. Je veux dire que l'ensemble constitué par U seulement, cet ensemble seul n'est pas quoi? N'est pas stable par addition. Genre, il n'est pas stable par combinaison linéaire. Donc, ce n'est pas... C'est quoi? Ce n'est pas un espace vectoriel. Parce qu'un espace vectoriel doit être stable par combinaison linéaire. Ouais. Donc, un seul vecteur ne peut pas être un espace vectoriel. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit un espace vectoriel? Il faut lui ajouter quel vecteur? Voilà. Dans lui seul, c'est pas suffisant. Il faut ajouter quel vecteur? Un autre vecteur, V. Vous dites V tel quoi? Ici. Est-ce que si on le... Mais est-ce que... Vous dites hein? Est-ce que si on lui ajoute K? Oui. Si on met KU, c'est ça? Oui. En gros, Ce sera un vecteur? Oui, effectivement, il faut lui ajouter tous les vecteurs collinéaires à U. Je veux dire, U seul, c'est pas suffisant. Mais si vous lui ajoutez tous les vecteurs collinéaires à U, vous aurez un espace vectoriel. Bon, un instant, je suis en train de brancher ce PC là. Voilà, donc je dis que U seul ne suffit pas. U seul, ça ne suffit pas pour avoir un espace vectoriel. Donc, comme vous le suggérez, en fait, voilà, il faut au moins lui ajouter des choses. Donc, U seul n'est pas suffisant. Mais si je lui ajoute, si j'ajoute U, j'ajoute 2U, 3U, 4U. En gros, si je prends toute la droite vectorielle, on n'a pas U. Genre, si je prends l'ensemble des KU, tels que K éléments de grand R, en fait, lui, c'est un espace vectoriel. Espace vectoriel qui contient le vecteur U, quoi. Qui contient U. C'est un espace vectoriel dans lequel U se trouve, en fait. On l'appelle
S. D'ailleurs, même c'est lui le plus petit qui contient U. C'est la façon la plus petite possible. Parce que quelqu'un d'autre pourrait dire que, regardez, si je prends U, je pouvais prendre aussi un plan, non? Je pouvais prendre tout le plan qui passe par U. Je pouvais prendre tout le plan P. Genre, le plan est un espace vectoriel P, le plan est un espace vectoriel, donc, qui contient, qui contient U, quoi. Voilà. Mais le plus petit qui contient U, c'est la droite. C'est la droite. C'est vrai que le plan P aussi passe à U, hein. Et c'est aussi un espace vectoriel qui passe par U. Mais le plus petit espace qui passe par U, c'est D. Ok? Donc, voilà. C'est ça qui est noté vecteur de U. Vecteur de U. C'est donc l'ensemble des quoi? Des KU. K éléments de R. En fait, c'est ça qu'on appelle l'espace vectoriel que U engendre. L'espace vectoriel que U engendre, c'est le plus petit. Donc, en général, comme l'espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs, par une famille F, c'est en fait le plus petit espace vectoriel contenant quoi? Le plus petit espace vectoriel contenant F. Contenant F. Je donne un autre exemple. Si vous êtes, en fait, dans ce cas, je prends deux vecteurs. Un premier vecteur I, un second vecteur J. Selon vous, est-ce que la famille constituée par les vecteurs I et J, est-ce que c'est un espace vectoriel? Est-ce que I et J seul, est-ce que ça constitue un espace vectoriel quand on prend cette famille F? Est-ce que c'est un espace vectoriel? Non. 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 Parce que par exemple, si je fais 2i, par exemple 2i n'appartient pas à F, ou bien 2i il est ici. Il n'appartient pas à F. Par exemple, I plus J. I plus J. Genre, ça n'appartient pas. I plus J, c'est ce vecteur-là, par exemple. I plus J. 2i, par exemple. N'appartient pas à F. Genre, clairement, F n'est pas stable par combinaison linéaire. Ce n'est pas stable par combinaison linéaire. Donc, ce n'est pas un espace vectoriel. Okay? F n'est pas un espace vectoriel. Un espace vectoriel. Mais donc, pour avoir un espace vectoriel, il faut ajouter à F. Ok? Pour avoir un espace vectoriel, il faut ajouter à F toutes les combinaisons possibles des vecteurs de F. Voilà, pour avoir un espace vectoriel. Je veux dire, il faut que 2i soit dedans, il faut que I plus J. Genre, il faut prendre toutes les combinaisons, il faut prendre toutes les combinaisons possibles. De. En fait, les combinaisons possibles seront des vecteurs, en fait, du plan. Je veux dire que l'espace vectoriel par F, en fait, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons. Puisque I et J ne suffit pas. Pour avoir un espace vectoriel, il faut avoir la stabilité par combinaison linéaire. C'est pour ça qu'il faut prendre l'ensemble des combinaisons de I et J. Avec alpha, bêta, élément de quoi? Élément de R. C'est ça l'espace vectoriel que F engendre. Okay? C'est l'ensemble des combinaisons. Ce qui fait qu'en général, l'espace vectoriel engendré par... Voilà, en règle générale, ok, l'espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs U1, U2 jusqu'à UN. En général, si vous avez des vecteurs U1, U2 qui jusqu'à UN, l'espace vectoriel engendré par cette famille, c'est l'ensemble des combinaisons de la forme alpha 1, U1 plus alpha 2, U2 jusqu'à alpha n, UN, quoi. Tel que alpha 1, alpha 2 jusqu'à quoi? Alpha n soit par exemple des nombres réels. C'est ça l'espace vectoriel engendré par... En règle générale, on peut le démontrer en fait. C'est l'ensemble de toutes les façons de les combiner. Voilà. Est-ce que c'est bon? Sur cette définition. Ok. Donc, si c'est bon, on va prendre ce fameux exercice-là. Chercher à le faire. Exercice 3. Donc, soit ici une partie non vide d'un espace affine E. Ok.
Ok, on dit que si A appartient à I, ça, démontrer que l'espace affine engendré par I, ça fait A plus l'espace vectoriel engendré par la famille des vecteurs AM, tel que M appartient à I. Ok, on va faire la preuve. Bon, on va faire la preuve là et on s'y arrête. Donc, I c'est une partie non vide d'un espace affine si A est un point de I. Donc, A est un point de I. Bon, j'explique quand même la preuve. Des choses comme ça, il faut... Je vais vous montrer un exemple pour que vous compreniez ce qu'on demande en fait de faire. Si vous avez par exemple I qui est constitué par exemple de deux points A, B. En fait, ce que le lancé veut dire, c'est que quand vous prenez l'espace affine engendré par I, ça sera l'ensemble des... Par exemple, ici, vous voyez que I se passe à A et B. Donc, A est un point de I, ça. Ok? Donc, écrit A plus espace vectoriel engendré par les vecteurs A, M, tel que M appartient à I. Bon, c'est quoi ça veut dire exactement? Donnez-moi un point M qui appartient à I. Donnez-moi un point qui appartient à I. I, ça est constitué de deux points ici. Il y a le point A et le point B. Le point B. Donc, il y a par exemple B ou bien. Donc, On prend le point. on peut prendre le point B, il y a aussi le point A. Donc, quand cet ensemble est constitué, genre les vecteurs AM, il y a AA, il y a AA, il y a aussi quoi? A. C'est les deux cas possibles. Les AM, tel que M a élément de I, c'est ça. Donc, A plus espace vectoriel engendré par quoi? Bon, en fait, AA, il est nul. Ok? AB. D'après ce que je viens d'expliquer, l'espace vectoriel, comme d'après ce que je viens d'expliquer un peu plus haut, l'espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de la famille. C'est l'exemple de espace vectoriel engendré par I et J. Il suffit de prendre les combinaisons de I et de J. Ici, c'est la même chose. Il y a I qui est le vecteur nul et l'autre qui est le vecteur AB. Donc, ça fait l'ensemble des combinaisons. Il faut mettre alpha fois le vecteur nul et bêta fois... Oui, c'est l'ensemble de ces combinaisons-là, quoi. En fait. Donc, A plus, bon, le premier, c'est le vecteur nul, donc ça ne sert à rien. Bon, bêta élément de R. Hein. Alpha, bêta, élément de R. Okay, tel que... Donc, le premier alpha vecteur nul, c'est le vecteur nul. Le bêta AB. A plus, ça va être l'ensemble des bêta AB ici, non? Tel que bêta élément de quoi? De R. Or, les bêta AB, vous avez deux points A et B. Bêta AB est comment par rapport au vecteur AB? Comme est bêta AB? C'est un vecteur qui est par rapport à AB. Colis. Chez le bêta. Oui. Le bêta, on ne doit pas mettre étoile. Le bêta, on ne doit pas mettre, vous dites? R étoile, oui. Hein? R étoile. Bon, ça n'a pas beaucoup. Non, pas forcément. C'est alpha, bêta, élément de grand R. Pas forcément. Si même c'est nul, c'est pas grave. Bon, Si c'est pas grave. Vous dites, hein? Si c'est nul, donc on va avoir seulement le point A. Oui, si c'est nul. Ouais, en fait, c'est un ensemble. C'est un ensemble. On ne dit pas que... c'est l'ensemble. Si tu prends bêta égale à 0, ça va faire le vecteur nul, d'accord. Mais tu dois compléter la liste. Ça ne veut pas dire que c'est lui seul. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous omettez le vecteur nul, vous êtes en train de dire que le point A n'appartient pas à l'espace affine au final. Donc, vous omettez A plus le vecteur nul, quoi. Donc, A plus le vecteur nul, c'est le point A. Si vous excluez le cas bêta nul, là, ça veut dire que vous excluez en fait A. Alors que A doit être dans l'espace. C'est pour cela qu'il faut, voilà, prendre en fait tous les bêtas. Prendre tous les bêtas. Ok, donc ça fait A plus. Ça, en fait, ça là, c'est la direction. Ok, ça c'est. En fait, ça fait A plus. Ça c'est dans le R fois AB en fait.
Et ça, c'est ça qui correspond en fait à la droite. C'est ça qui est la droite AB en fait. Ça veut dire que c'est la droite passant par A et de vecteur directeur AB. Donc l'espace affine en Paris. En fait, ça, je vais vous remarquer en fait que ce qu'ils disent, ça a un sens en fait. Parce que vous voyez que lorsque je prends X égale à AB, vous obtenez bien la droite AB. Ça donne bien la droite AB. Genre, c'est la droite passant par A et de vecteur directeur AB. Donc, voilà, la droite AB. Voilà, donc c'est ça. En fait, ici, on demande de faire la preuve. Bon, ici, disons que c'est une remarque pour que vous compreniez ce qu'on demande de faire. Vous voyez bien que c'est quelque chose de vrai, en fait, quoi. C'est quelque chose de vrai. On peut le remarquer sur un ensemble de deux points. Donc, ici, on veut le démontrer en général. Ce que j'ai fait, c'est pas une preuve. Hein. Ce que j'ai fait, c'est pas une preuve. Je veux juste vous montrer voilà, comment ça sort. Maintenant, si vous voulez faire la preuve, bah, ça fait beaucoup de choses. On va faire la preuve ensemble. Si on prend ça, on prend ça. Soit is une partie non vide d'un espace affine. Si A appartient à is, c'est montrer que l'espace affine engendré par is est égal à ça. Ok. Donc, pour faire cette preuve, il faut donc comprendre c'est quoi on appelle l'espace affine engendré par quelque chose. Il faut d'abord que ce soit un espace affine. Genre, si vous voulez montrer que l'espace affine engendré par is est égal à ça, vous devez, c'est comme en fait ce que j'ai donné, les 3 points que j'ai donné un peu plus haut ici là. Ok. Pour que f soit égal à l'espace affine engendré par is, il faut d'abord que f lui-même soit un espace affine. Première chose. Deuxième chose, il faut que I ça contient F. Et dernière chose, il faut... En fait, c'est les 3 choses que je vais démontrer. Les 3 points là. Donc, je vais montrer chacun des points. Premier point. En fait, ceci est un espace affine. Par définition. Parce que c'est A plus un espace vectoriel. Donc, si je note... posons X flèche par exemple égale à l'espace vectoriel engendré. Bon, c'est pas exactement X flèche. On va l'appeler F. Posons F égale à l'espace vectoriel engendré par quoi? Les AM, tel que M appartient à Is. En fait, l'espace vectoriel l'espace vectoriel engendré par définition, c'est un espace vectoriel. Posons F égale à ça. F est un espace vectoriel. Le point F est un, par définition, quoi. L'espace vectoriel engendré par une partie est un espace vectoriel. Donc, F est un espace vectoriel. F est un espace vectoriel. Donc, quand je fais A plus F, c'est quoi? Qui complète? Si F est un espace affine, bon, qu'est-ce que si grand F est un espace vectoriel, A plus F c'est quoi? Nobody. C'est un espace affine. Ou bien, c'est un espace affine. Passant par quel point? Passant par le point A. Ou bien. Oui. Voilà, ça veut dire que voilà, passant par A, ouais. C'est un espace affine passant par A. Maintenant, il faut montrer qu'il contient. Voilà, donc c'est un espace affine. Je vais montrer qu'il contient. Donc ça veut dire c'est le premier point. Je vais montrer que c'est un espace affine. Ok. Il faut montrer que A plus F, donc ça là c'est A plus F. Hein. Donc c'est A plus F que je veux. Donc je vois que A plus F est un espace affine. Ça c'est le premier point. En fait, c'est ça le premier point que moi j'ai mis. Maintenant, mon premier point c'est un espace affine. Deuxième point, il doit contenir ça. Donc deuxième point, est-ce qu'il contient ça? Donc la question que vous posez, est-ce que ISA est contenu dans A plus F? Est-ce que c'est... Ouais, c'est ça. Il doit contenir, parce que c'est les salles affines dans le pays. Donc, il doit contenir, c'est ce que vous devez vérifier maintenant. Est-ce qu'il est contenu dans A plus F? Point d'interrogation. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais dire que, voilà, est-ce qu'il est contenu dans A plus F? On va vérifier ça. Donc, un point qui est dans A plus F. Pourquoi est-ce qu'il serait contenu? Il faut prendre un point de I. Si un point dans I, si un point M appartient à I, regardez ce qu'on peut écrire. Si un point M est dans I, alors le vecteur AM appartient à quoi? Regardez la définition de F. J'ai écrit que F est l'espace vectoriel engendré par quoi? AM, non?
Donc, si M est un point de I, ça veut dire qu'en fait, les vecteurs AM, ça veut dire que les vecteurs AM ou M est dans I sont des vecteurs de F en fait. Donc, si M est un point de I, le vecteur M est dans F forcément. Parce que F, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des AM. Donc, il y a AM qui est dans... Voilà, donc AM, je veux dire que AM, d'abord, AM appartient à l'espace vectoriel. AM appartient à l'espace vectoriel engendré par les AM, quoi. Tel que M appartient à I. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que AM appartient à quoi? AM appartient à F. Et si AM appartient à F, alors... Si AM appartient à F, alors je vais dire que A plus AM appartient à quoi? Genre, vous avez AM qui appartient à F, quoi. J'ai écrit AM appartient à F. AM, en fait, appartient à F. Maintenant, j'ai ajouté A. Donc, si j'ajoute A à gauche, ça va appartenir à A plus F. Voilà. Donc, je n'ai fait qu'ajouter le point A. Okay. AM appartient à F. Donc, j'ajoute A à gauche. Ça fait A plus AM qui appartient à A plus F. Mais A plus F. Voilà, A plus F, c'est ça. Maintenant, A plus AM, c'est quoi? A plus AM, c'est quel point? Quand on fait A plus AM, ça donne quel point? Je vais vérifier. C'est le point M. Oh, regardez. A plus AM égale. En fait, c'est A plus M moins A en quelque sorte, quoi. Ça fait M. C'est un truc comme ça. Quand vous ajoutez à A, quand tu ajoutes à A le vecteur AM, quand tu ajoutes à A le vecteur AM, tu as le point M. M qui n'est autre que A. Je pars de A et puis j'ajoute le vecteur M. Voilà, ça fait A plus le vecteur là, quoi. Le vecteur AM. C'est ça. Donc A plus AM, c'est M. Donc vous voyez que M appartient à I, ça veut dire quoi? Donc quand je reviens, M appartient à I, ça implique que... Parce que A plus AM, c'est ça qui est le point M. Donc ça implique que M appartient à quoi? A plus F. Conclusion. Vous voyez bien que I est inclus. Parce que tous les points de I sont dans A plus F. Donc I est bien inclus dans quoi? Dans A plus F. C'est le deuxième point. I est inclus dans A plus F. Ok? Donc, j'ai montré que A plus F est un espace affine. Donc, A plus F. Ce qu'on veut démontrer, c'est que ça là est égal à ça là. Ok? Donc, j'ai déjà montré que ceci, A plus F, est un espace affine. Ensuite, il contient quoi? Is. Enfin, il faut montrer que c'est lui le plus petit qui contient Is. Il faut montrer que A plus F est le plus petit. Donc, ce qu'on a, un petit bilan provisoire de ce qu'on a fait, c'est que bilan A plus F est un quoi? Un espace affine contenant quoi? Contenant Is. Donc, est-ce que c'est le plus petit? Est-il le plus petit qui contient Is? Est-il le plus petit? C'est la question à laquelle je vais répondre pour finir. Est-il le plus petit qui contient Is? Pour montrer que c'est lui le plus petit qui contient Is, vous devez prendre un espace qui... Voilà, donc vous devez prendre un G, soit G, un espace affine qui contient Is. Contenant Is. Vous devez montrer que G, que F est plus petit, genre, vous devez montrer que A plus F est plus petit que lui. Donc, il faut montrer, voilà, donc question, il faut que A plus F soit plus petit que quoi? Il doit être le plus petit que G. Quand je dis plus petit, c'est qu'il faut que A plus F soit comment? Inclus dans G. Point d'interrogation, c'est ce qu'on va vérifier. Est-ce que A plus F est plus petit que G? C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Ok? Donc, j'ai écrit que G est un espace affine qui contient X. Ok. Donc, je pourrais écrire que la direction de G, bon, G est un espace affine qui contient X. Maintenant, X passe par A, non? Voilà, on a A est un point de X. Ça, c'est l'énoncé qu'il a dit. Hein. A est un point de X. Okay. Soit ici partie non vide. Si A est un point de X, ça, c'est l'énoncé qu'il a dit. A est un point de X. Okay. Donc, A est un point de X. Ça, je vais passer par là. Je vais passer par le point A. Je vais dire que on a A appartient à X. Soit G est un espace affine contenant X. Ok. Donc, A étant un point de X, G s'écrit comment? G s'écrit comme A plus sa direction. C'est un espace affine. Donc, plus sa direction. G s'écrit comme A plus sa direction. Maintenant,
on a dit que G contient X. C'est qu'on appelle la direction de G d'abord. La direction de G, je vais dire que c'est l'ensemble des vecteurs. Ok. Donc, ça fait A plus. Quand on met la direction de G, en fait, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme A, M, tel que M appartient à quoi? À G, en fait. Voilà, c'est ça. Comme la direction de G. C'est comme G, en fait, passe déjà par un point, quoi. C'est comme G passe, par exemple, par un point A. C'est ça, G. Donc, sa direction, c'est genre les AM, quoi. Les AM où M appartient à G. C'est la direction. Ok. C'est la direction. Maintenant, on a dit que G contient X, non? Donc, comme, or, je vais le dire, or, on a dit que G contient X. C'est ce que j'ai dit ici, G contenant X. Or, G contient X ou bien contient X, c'est-à-dire quoi? Si on dit que G contient X, ça veut dire que X est inclus dans G. Voilà, donc si X est inclus dans G, ça veut dire que l'ensemble des AM tel que M appartient à X est inclus dans l'ensemble des AM tel que M appartient à quoi? À G. Parce que X est inclus dans G, donc cet ensemble est inclus dans cet ensemble. Ce qui fait que quand vous faites du A plus le premier ensemble, c'est ça qui est F, c'est ça que j'ai appelé F, ok? A plus, c'est ça, c'est cet ensemble en fait qui est F. Est inclus dans A plus, et ajouté A, donc A plus, ça c'est la direction de G, ok? Ça là, plus M appartient à G, ça c'est la direction de, c'est G flèche en fait. Donc quand je reviens, je vois que A plus F est quoi? A plus F est inclus dans, donc A plus F est inclus dans quoi? A plus G, ça qui est, parce que j'ai dit que G égale A plus G, quoi, en fait. On a G égale, je n'ai même pas besoin d'écrire ça là ici pour le moment. Ouais, parce que G c'est A plus G. On a G égale A plus G. Ouais. Donc A plus G flèche là, c'est G. C'est ce que je veux montrer en fait. Ça montre que A plus F est le plus petit. Est-ce que A plus F est bien le plus petit? C'est ce que je viens de voir. Est bien le plus petit quoi. Je l'ai inclus dans G, bien le plus petit. Tessas affine contenant X. Donc, par définition, A plus F est quoi? Est l'espace affine engendré par X. Voilà. Donc, on a bien A plus F, c'est ça qui est l'espace vectoriel engendré par ensemble de AM. Ouais. En fait, ici, je vais parler de espace vectoriel normalement. Hein. Ici, j'ai oublié les vecteurs, quoi. J'ai oublié les vecteurs à côté. C'est l'espace vectoriel engendré, l'espace vectoriel engendré. Parce qu'il faut mettre les vecteurs ici. Ok, c'est bon. Donc, A plus F, A plus vecteur de quoi? De AM tel que M appartient à X est bien égal à quoi? Bon, c'est vrai que la démonstration est un peu, c'est un peu abstrait. Il faut beaucoup de concentration. Mais j'espère que vous avez compris. Hein. C'est bon pour la première question. Est-ce que ça va? Pour tout le monde? Des points non compris?